Donc, je vous propose de commencer par le premier focus sur deux projets qui proposent des systèmes de solutions pour répondre aux difficultés de mobilité que rencontrent les personnes sur les territoires. D'abord dans le sud de la France, puis en Bretagne. Donc le premier projet, le projet LATRAM, propose un ensemble de solutions pour faciliter la mobilité des personnes en difficulté dans le département de l'Aude, donc un département plutôt rural, de moyenne montagne. Plusieurs solutions sont proposées et leur accès facilité avec peu d'outils digitaux. Je laisse la parole à Ulysse Garnier pour nous présenter ce projet qui mobilise de nombreux acteurs sur le territoire. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, merci. J'ai eu un petit problème de connexion, c'est pour ça, mais bon, j'y suis arrivé. Est-ce que ce serait possible d'avoir la slide de présentation, s'il vous plaît? L'association LATRAM, effectivement, est basée dans l'Aude et intervient pas sur le département de l'Aude, on aimerait bien, mais c'est beaucoup trop grand, mais sur le PETR Vallée de l'Aude qui regroupe deux communautés de communes qui est du coup au sud de Carcassonne. C'est la vallée qui fait entre Carcassonne et les Pyrénées. Donc on est effectivement territoire rural pour le Limousin et on commence à être dans de la montagne pour le Guyanais. Donc l'association a été créée en 2019 suite à une réflexion de citoyens. Donc les citoyens créateurs de l'association participaient à des groupes sur différentes thématiques et la mobilité était un axe qui revenait tout le temps. Et donc la question a été de se dire comment on pourrait participer à l'amélioration de la mobilité du territoire. Et donc la solution qui est venue rapidement, c'était la création d'une association. Et le premier dispositif créé, c'était un dispositif de covoiturage local. Il faut savoir qu'en même temps, le département de l'Aude développe une plateforme départementale de covoiturage numérique et une application numérique de covoiturage assez classique. Et donc, la TRAM, très rapidement, se spécialise sur un système de covoiturage pour les personnes éloignées du numérique. Donc, la TRAM continue comme ça pendant quelques années, commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait continuer à améliorer, et en discussion avec ses adhérents, identifie des points de faiblesse du dispositif de covoiturage, classique sur du covoiturage, c'est pas efficace pour des rendez-vous précis, à des lieux précis, ça ne me dépose pas à l'endroit exact où je veux aller, comment je fais pour me rendre au lieu exact, le retour, la gestion du retour à une heure précise, etc. Donc sur des rendez-vous. Il se trouve que l'État promulgue une loi autour du transport d'utilité sociale à peu près en même temps que ces discussions au sein de l'association. Et donc, en 2022, la TRAM crée un dispositif de transport d'utilité sociale. Et donc, il faut à peu près 6 à 9 mois pour créer le dispositif, trouver des conducteurs. Et donc, sur la première année, on a 4 trajets et 5 conducteurs dans le système. Cette année, au 30 juin, on a toujours ce système et on a cette année enregistré en 6 mois 279 demandes de trajet. C'est à peu près la même chose que ce qui a été demandé l'année dernière en 12 mois. Donc, en fait, on est sur une augmentation exponentielle des demandes. Sur ces 279, il y en a que 190 qui ont été réalisés parce que beaucoup en fait, de demandeurs annulent. Finalement, on en a très peu, on en a un ou deux qui ont été annulés sans autre solution de notre fait parce qu'on ne trouvait pas de conducteurs disponibles. On est passé du coup entre 2022 et 2025 de 5 conducteurs au 30 juin à 69 conducteurs. Après, ça fluctue, des conducteurs qui rentrent et qui sortent du dispositif. Et en 6 mois, les conducteurs avaient fait à peu près 11 000 km et ça a une moyenne de 60 km par trajet. Ce qui représente 1h15 de bénévolat. C'est-à-dire que le conducteur, pendant 1h15, prend en charge le bénéficiaire. Et si on compte le temps qu'il est hors de chez lui, c'est-à-dire qu'on compte le temps où il n'est pas, entre guillemets, en bénévolat, mais en temps d'attente, par exemple, pendant le rendez-vous, s'il n'accompagne pas la personne chez elle, on double ce temps-là. Donc, c'est quand même un engagement des conducteurs, je les remercie, assez conséquent. Et donc, du coup, pour faire fonctionner ce dispositif de transport social, on a créé tout un maillage avec le réseau du territoire. Donc, il y a un standard téléphonique qui accueille les demandes et du coup, finalement, qui accueille des demandes de transport, mais pas que. Et donc, on a fait un annuaire des services du territoire parce qu'il y a des fois, c'est une demande de transport,
mais sous-jacente une autre demande. Donc, si on a un contact, un travailleur social ou quoi à donner à la personne, on lui donne pour qu'elle puisse résoudre un problème par ailleurs. On peut aussi avoir des demandes qui, en fait, de trajets qui peuvent être, où on peut annuler le trajet. Un exemple tout simple, j'ai besoin d'aller faire des papiers à Carcassonne. Et en fait, il y a un France Service à Quillan, qui est à 300 mètres de chez moi. Et en fait, on dit à la personne, mais vous savez que la France Service existe. Alors, personne ne le sait pas forcément. On l'envoie à l'adresse ou au numéro de téléphone. Et finalement, elle nous recontacte pour nous dire, j'ai plus besoin du trajet parce qu'en fait, j'ai fait les démarches en ligne avec la personne de France Service. Ou un autre service, on a un très bon contact à la CPAM pour essayer de faire valoir les dispositifs de la CPAM sur les trajets de santé, pour éviter d'utiliser le transport social alors que des trajets CPAM peuvent avoir lieu, et d'autres partenaires associatifs ou collectivités, pour essayer que le transport social soit vraiment la dernière chose qu'on utilise. Depuis maintenant 2 ans, on forme nos conducteurs à la prise en charge de personnes âgées ou isolées. Donc, c'est une formation qui dure 3 heures, 12 personnes maximum. Ça permet à ces personnes à la fois de pouvoir prendre des compétences de transport de personnes en fauteuil roulant, etc. De comment je me positionne par rapport à une personne isolée ou qui m'exprime sa tristesse ou des choses comme ça dans la voiture, comment je gère. Et aussi, il y a toute une partie échange de pratiques entre les conducteurs. Voilà. Bien entendu, on ne remplace pas des professionnels de santé ou autres, c'est-à-dire que si c'est un trajet qui nécessite une ambulance, un professionnel quel qu'il soit, les bénévoles ne remplacent pas du tout ça. Donc, personne en fauteuil roulant, c'est une personne qui ne nécessite pas des personnes formées pour la déplacer. C'est une personne qui est tout à fait capable. Enfin voilà, il faut un peu l'aider pour entrer dans la voiture, plier le fauteuil, mais ça ne demande pas plus. Il n'y a pas de risque de mettre en danger ni le conducteur ni le bénéficiaire. Et un point assez important, nous, qu'on trouve, c'est qu'en fait, on pensait très rapidement pouvoir faire de la publicité, de la communication auprès des bénéficiaires. En fait, on n'a toujours pas fait après plusieurs années d'existence, parce qu'en fait, toute la gestion, le système sature au nombre de conducteurs. Alors, 69 conducteurs, on peut se dire que c'est beaucoup. Bon, c'est le plus qu'on ait jamais eu, hein, mais en fait, le territoire est grand, et 69, en fait, ça représente rien. Si on a 69 conducteurs dans la ville principale du territoire, comment font les personnes qui habitent à 40 km de cette ville-là? Donc, en fait, il y a tout un jeu de trouver des conducteurs aux endroits où on en a besoin. Voilà. Et ça ne sert à rien d'en avoir 10 à un endroit où on n'a pas besoin, et 0 à un endroit où on en a besoin. Et donc, il y a tout un travail aussi avec les collectivités, les mairies, les associations, on se rend sur des événements. Enfin, voilà, c'est vraiment l'axe principal. Le premier frein, c'est les conducteurs, et le deuxième frein, c'est l'indemnisation des conducteurs par les bénéficiaires, qui est définie par la loi à 32 centimes du kilomètre maximum. Et ça, c'est un vrai frein. On a des bénéficiaires qui ne peuvent pas régler ce défraiement, puisque ça monte très vite en termes de coûts. Et donc, on a pour ça, pour lever ce deuxième frein, un partenariat avec le département qui défraie certains publics, sous certaines conditions. C'est des travailleurs sociaux qui nous envoient des lettres d'orientation ou des bons de commande qui valident, et nous, en fait, on a l'aval du département pour défrayer ces trajets. C'est essentiellement pour de l'insertion, de la santé et les personnes âgées. Voilà. Et du coup, pour terminer, excusez-moi, j'essaie de faire rapidement pour vous laisser pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour terminer, en 2025, où on en est, donc covoiturage existe encore, transportabilité sociale existe toujours, et en fait, parce que pareil, ça comble pas tous les trous dans la raquette, et c'est loin encore de le faire. On essaye de lancer du partage de véhicules entre particuliers. Et donc là, on essaye de créer des groupes de partage de véhicules entre particuliers pour résoudre les lacunes du covoiturage et du transport social. Et puis, bon, il y a sûrement plein d'autres choses à inventer. Et je le répète, ça sert à ça sert à plusieurs personnes sur le territoire, mais c'est loin de combler tous les problèmes de mobilité que rencontrent les personnes du territoire, et ça ne fonctionne pas sans les transports publics, les autres associations et tout le reste. C'est bien un système qui est nécessaire, et nous tout seuls, on ne pourrait rien. En fait, ça ne servira à rien de faire ça tout seul dans notre coin. Voilà pour la présentation. J'ai essayé de faire le plus rapide et le plus succinct.
Je ne sais pas si quelqu'un a regroupé les questions ou comment ça fonctionne pour la suite. Oui, merci beaucoup, Ulysse. On regroupe les questions et on apportera les éléments de réponse après l'intervention suivante. En fait, comme on a organisé le webinaire autour de 3 focus, on va faire 2 interventions par 2 interventions et on prendra les questions d'ensemble après les 2 premières interventions. Donc, c'est Pierre Taillant de l'ADEME qui regroupe les questions et les dispatchera entre les intervenants. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Je vous propose qu'on poursuive sur les solutions qui font système, bouquet de mobilité, bouquet de partenaires, avec le projet de l'association Don Bosco, donc sur le pays de Brest, avec Eddy Heurtier, donc qui va nous partager également un ensemble de solutions qui forment un bouquet de solutions de mobilité inclusive et durable pour les personnes en précarité de mobilité, un projet qui est mené dans le cadre du programme Teams. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, donc Eddy Heurtier, je suis coordinateur donc, du projet Teams Pays de Brest, salarié de l'association Don Bosco. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, si c'est possible. Et du coup, donc, je vais vous présenter donc, tout le projet. Donc déjà, le Pays de Brest, pour un peu de contexte géographique, on s'étend sur donc, le nord Finistère, finalement, la moitié nord du Finistère. Donc c'est un territoire de 7 EPCI, 103 communes, 426 000 habitants, et qui est assez mixte. C'est-à-dire qu'on a autant une métropole, une communauté d'agglos, des zones plutôt rurales, et on a même une île et des presqu'îles, donc ce qui en fait un territoire assez original en termes de surface. On se présente donc sur un projet qui a été monté en consortium entre un porteur et 5 partenaires, donc avec un collectif. Donc vous voyez en bas donc l'association BAPAV, l'association EOP que vous reverrez un peu plus tard d'ailleurs, la coopérative Mobicop, l'association Mon Petit Camion, l'association Teamobs et du coup l'association Don Bosco. Donc c'est un programme assez large qui nous rassemble et tout un tas d'actions. Donc je propose qu'on les survole rapidement pour que vous ayez un peu vision sur ce qu'on fait au quotidien. Donc dans ce programme, on accompagne individuellement des personnes déjà via un dispositif d'aller vers, donc un bus connecté qui se rend sur les territoires du Pays de Brest pour informer les personnes sur la mobilité durable, trouver des solutions immédiates notamment, de l'accompagnement collectif avec l'organisation de marathons créatifs autour de projets de la mobilité durable et inclusive aussi. La réalisation d'un catalogue de valorisation des mobilités inversées des itinérants et itinérantes du territoire. Autour de la question du vélo, nous avons la mise en place d'une vélo-école sociale, mais aussi la formation de nouveaux et nouvelles initiateurs et initiatrices mobilité vélo et l'accompagnement à la création d'ateliers d'autoréparation de vélos sur tout le territoire. Sur la location solidaire, nous avons une petite coquille qui s'est glissée sur le visuel qui est juste devant vous. Nous travaillons sur de la location de vélos à assistance électrique et non pas de voiturettes. Désolée pour ça. Sur le covoiturage, donc de la sensibilisation de professionnels et rendre visible le service auprès des conducteurs et conductrices. Mais ma collègue d'EOP, Ophélie, reviendra dessus un peu plus en détail, je pense. Nous travaillons aussi sur l'autopartage entre particuliers en s'appuyant sur le dispositif Coloc Auto. Et enfin, un transport d'utilité sociale et solidaire pour accompagner des personnes donc, en rendez-vous aussi, comme ce qui a été présenté juste avant. Donc, on est sur un bouquet de solutions qui sont très variées et qui s'adressent à des bénéficiaires différents quand même, parce qu'il y a un certain nombre de ces activités qui sont accessibles à tout le monde et un certain nombre qui sont quand même sur critères sociaux ou critères de précarité mobilité, qui est le critère principal. Mais le fait de fonctionner comme ça dans un bouquet aussi large, autant de partenaires que de types d'actions, c'était important pour nous pour faciliter vraiment le lien et le passage d'une action à l'autre pour les bénéficiaires. Donc avoir un dispositif aussi large, ça permet aux bénéficiaires d'être repérés via un accompagnement individuel sur le bus connecté, d'être orientés sur de la formation en vélo-école sociale, partir sur une location après. Donc voilà, des actions qui sont portées par des associations différentes finalement, mais que ça soit assez fluide pour les bénéficiaires. C'était aussi pour fédérer un écosystème qui est déjà existant. C'est-à-dire qu'on travaille déjà tous ensemble depuis fort longtemps, mais pas forcément sur les mêmes
public déjà, et puis pas forcément avec l'occasion de se voir souvent. Donc faire partie d'un programme commun, ça fédère et ça facilite nos relations. Valoriser et s'aimer des dispositifs existants. Je pense notamment à l'exemple de la vélo-école sociale qui existait déjà, mais qui, pour des raisons de tarifs par bénéficiaire, n'était pas forcément possible pour tout le monde. Donc là, on essaie. Finalement, c'est une solution qui existe déjà, mais ajouter un financement public permet de la rendre accessible à plus de monde et plus facile. Ou essaimer ce principe de vélo-école sociale en formant des nouveaux formateurs, des nouvelles formatrices via l'IMV, par exemple. Voilà. Pérenniser aussi, en tout cas développer puis pérenniser des dispositifs innovants. Le transport d'utilité sociale, aujourd'hui, a besoin d'être pérennisé. Donc, c'est un dispositif, lui faire participer à un aussi grand consortium, c'est lui permettre un démarrage plus confortable. Voilà. Donc, voilà vraiment l'intérêt de toutes ces choses-là, de toutes ces actions dans un même modèle. Et nous avons aussi le fait d'avoir plein d'associations différentes, c'est de permettre à chacun et chacune de rester sur son expertise. Toutes ces choses-là, elles existaient déjà et on ne va pas réinventer des expertises, mais bien sûr leur permettre d'exister plus confortablement. Donc travailler à 6, c'était important pour nous pour mettre en valeur tout ce que tout le monde savait déjà faire. Voilà. Donc ça aussi, c'était bien important. Si on prend quelques chiffres pour mettre en valeur de ce qui s'est passé sur ces dernières années. Donc, comme on est dans le cadre du programme Teams, on est sur un projet qui est financé de début 2024 jusqu'à fin 2026 pour le moment. Donc, j'ai quelques chiffres de 2024 pour vous permettre de visualiser le nombre de personnes accompagnées. Si on prend la question des professionnels accompagnés sur le covoiturage solidaire, on est sur 42 professionnels sensibilisés. On a aussi 240 personnes en précarité mobilité qui ont été accompagnées individuellement vers une nouvelle solution. Quand même un certain nombre de personnes touchées. 270 jours de maintien en emploi, donc de personnes qui n'auraient pas pu aller en emploi et grâce à la mise à disposition d'un véhicule d'urgence, ont pu aller travailler. 30 services itinérants aussi ont été impliqués dans la réalisation du catalogue, donc pour mettre en valeur et eux-mêmes faire équipe, finalement, puisque ces itinérants et itinérantes qui se rassemblent pour faire leur catalogue sont une nouvelle équipe qui va pouvoir aussi travailler ensemble à plus long terme, se fédérer aussi. Sur la formation de l'IMV, donc on a 7 personnes qui ont été formées en 2024 et dans ces 7 personnes, c'était des personnes qui étaient en partie en emploi précaire ou en transition professionnelle. Et donc, 2 personnes ont pu aujourd'hui être en emploi pérenne dans les métiers du cycle. Donc, une insertion professionnelle aussi pour les personnes qui ont suivi cette formation. Voilà, 25 personnes formées en vélo-école sociale, 2 projets émergents accompagnés en 2024 et 2 en 2025, des groupes d'autopartage et 255 bénéficiaires de transport d'utilité sociale pour accéder à leurs droits immédiats, mais aussi à la culture, à des loisirs, etc. Voilà pour quelques chiffres. Ce qui semblait aussi important pour moi de souligner, c'est que en présentant un bouquet aussi large de solutions, le risque d'arriver face à des solutions qui existent déjà, il est assez important. Et donc, c'était important pour nous de venir vraiment se faufiler là où il y a de la place, là où le besoin n'est pas couvert. On n'est pas là pour faire concurrence, pas du tout. Et donc, sur le territoire, il existe plein d'autres choses qui existent, enfin qui fonctionnent déjà. Notamment, il y a un autre projet Teams qui existe sur la communauté de l'agglomération de Landerneau d'Aoulas, qui est donc à l'intérieur du pays de Brest. Donc déjà, sur ce territoire-là, par exemple, nous développons nos actions là où l'autre ne peut pas aller, finalement. Pour des raisons techniques, par exemple, de main-d'œuvre. Il n'y a jamais assez, jamais trop, en tout cas, de solutions de mobilité. Et quand on est directement sur la métropole, il y a aussi des liens assez proches avec les opérateurs et la métropole et la mairie pour ne pas aller sur des solutions qui existent déjà. J'entendais tout à l'heure, mon collègue parler de transport d'utilité sociale et dire, en fait, on ne va pas sur les transports médicalisés. Pareil, nous, on n'y va pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une solution qui existe et on réoriente au maximum. L'idée, c'est vraiment de venir parer via ce bouquet aux solutions un peu difficiles ou aux personnes qui n'ont pas de solution, vraiment venir parer à la précarité mobilité. Voilà, j'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, pareil, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Eddy, pour votre intervention. Pierre, est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants ? Oui, bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous.
On a quelques questions. Alors, j'ai 2 questions pour Ulysse Garnier d'abord. Une personne demandait comment gérez-vous la concurrence avec les taxis VSL locaux pour les transports en partenariat avec la CPAM? Et une autre question qui concernait le financement. Comment est financé le dispositif de TUS et notamment est-ce qu'il y avait des subventions directes des collectivités locales? Donc, d'abord, concurrence avec taxis VSL locaux et comment est financé le TUS, notamment la question des subventions. Oui, alors du coup, taxi et en fait, il y a pas de concurrence. Au départ, il y avait une inquiétude auprès on a une inquiétude de notre part que les taxis, en fait, qu'on rentre en compétition avec les taxis. Donc, on les avait, à la création du dispositif en 2022, on les avait conviés, on avait fait plusieurs réunions ensemble. Et en fait, moi, je les ai recontactés il y a un an maintenant. Et en fait, ce n'est pas du tout le même public. Le public qui bénéficie de temporalité sociale n'a pas du tout les moyens de se payer des taxis. Il n'irait pas du tout vers le taxi. Donc, et même on arrive, alors ce n'est pas non plus des dizaines par an, mais on a quelques fois où les gens nous disent c'est le taxi qui m'a envoyé vers vous. En fait, parce que du coup, ça ne correspond pas à leurs besoins, c'est un travail trop court ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Avec la CPM, pareil, on a un bon lien avec la CPM. Donc, en fait, on vérifie régulièrement qu'il n'y a pas d'autre solution. La CPM, c'est quand même, contrairement à d'autres dispositifs, on peut avoir un contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut vérifier en direct s'il n'y a pas d'autre solution. Il y a d'autres dispositifs du territoire où, en fait, on dit à la personne qu'il existe et c'est à elle d'aller vérifier, nous dire ben non, j'y ai pas accès. Mais nous, en fait, on ne contrôle pas la personne, tout à fait nous mentir, etc. Parce que je ne pense pas qu'il arrive. Et après, dans tous les cas, c'est dans le cadre de la loi, le transport d'utilité sociale n'arrive qu'en dernier recours. Et donc, du coup, on applique cette règle-là. Et ensuite, comme c'est des bénévoles et qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a aucun intérêt à déclencher un transport d'utilité sociale s'il y a autre chose qui permet. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'autre, un bus, un covoiturage, un voisin, un ami, n'importe quoi, on travaille avec la personne qui nous appelle pour essayer de trouver des solutions annexes. Voilà. Et après, pour ceux qui ne sont pas financés, il y a le frein du coût. Et donc, très souvent, en fait, si les personnes valident un transport social, notamment, nous, c'est Carcassonne, c'est 100 bornes pour aller à l'hôpital, donc ça fait 32 €. Si elles arrivent à payer 32 € pour aller à l'hôpital, c'est que très souvent, elles n'ont rien d'autre qui est moins cher, etc. Voilà. Et donc, le public, pour terminer là-dessus, le public, c'est un public quand même isolé, précaire. Et donc, au niveau des taxis, c'est un public qui ne peut pas se payer le taxi, qui n'irait pas vers le taxi. Voilà pour la question de la concurrence. Et pour le financement, en fait, en tout cas, nous, c'est quelque chose que si des assos voudraient se lancer dans la transportabilité sociale ou autre chose sur la mobilité, vraiment faire attention d'avoir les collectivités locales impliquées dès le départ. Nous, à la trame, c'est la région une expérimentation sur le covoiturage et après sur le transport d'utilité sociale, c'est différents appels à projets et un AMI notamment qui a permis ça. Et on se retrouve aujourd'hui, en fait, où les collectivités locales ne financent pas. Et donc, ça bloque la chaîne de financement puisque la région ne vient pas, comme les collectivités locales n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on fait. Enfin, pas d'intérêt, ne lance pas pour l'instant, il n'y a pas de projet écrit par les collectivités locales. Donc, la région ne vient pas, l'État ne vient pas. Le département, c'est un peu à côté, mais il n'a pas les fonds suffisants pour financer la totalité du fonctionnement de l'association. En fait, les financements départementaux, c'était pour cibler sur leur public. Et donc, en fait, vu que la question est posée, je vais y répondre très franchement. On a arrêté depuis le 30 septembre 2025. Les salariés sont licenciés et on est en discussion avec les collectivités locales pour justement les impliquer et qu'il y ait à la fois un projet et un financement des collectivités locales pour débloquer toute cette chaîne de financement des collectivités. La région nous a indiqué qu'elle viendrait si les collectivités locales la sollicitent, qu'elle ne poserait pas de problème. L'État, pareil. Voilà. Et la piste qu'on a proposée, c'est pour l'instant, c'est via un fonds vert, puisque nous, la région Occitanie, pourrait mettre en place des marchés sur la mobilité solidaire dans quelques années, etc. Donc, ça pourrait permettre de faire le lien. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai rien d'officiel sur l'implication des collectivités locales. Les élus nous ont signifié leur soutien. Mais voilà, maintenant, c'est à mettre en œuvre. C'est comment on le met en œuvre, etc. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre assez rapidement pour ne pas arrêter. Donc là, on
On n'a pas un arrêt total, mais on fait une pause. C'est-à-dire que les dispositifs sont à l'arrêt, l'association reste ouverte en attendant que des financements reviennent. Voilà. Merci. Alors, de mon côté, j'ai le chat qui a disparu, mais il n'y avait pas de questions. Si, il y a une question, oui, que j'avais la même d'ailleurs, donc s'il n'avait pas été posé, je l'aurais posé, pour Eddy, avec du coup la multiplicité d'acteurs et de projets sur le pays de Brest, est-ce qu'il y a un système de gouvernance qui a été installé pour articuler les actions? Effectivement, comment vous vous coordonnez, comment vous pilotez l'ensemble de ces actions? Du coup, j'en profite peut-être pour ajouter un point en lien avec la réponse précédente d'Ulysse, puisque Eddy, vous nous indiquiez que ce projet se faisait dans le cadre du programme Teams, si j'ai bien entendu, jusqu'à fin 2026. Du coup, est-ce que vous envisagez déjà l'après? Et si oui, comment vous y prenez? Ok. Alors du coup, sur la question de la gouvernance, c'est une très bonne question parce qu'en effet, on est beaucoup et que du coup, la question s'est posée plein de fois à la rédaction du projet et depuis. Donc, à la rédaction du projet, il y a une grande partie des choses qui ont été discutées avant. Donc, ça facilite un petit peu la relation après, notamment donc, les objectifs, les indicateurs, la répartition financière, puisque c'est une enveloppe commune, hein, le programme Teams. C'est aussi quelque chose qui se discute avant de signer, de préférence. Et après, donc pour de la gouvernance, en fait, on a réparti les missions de coordination, d'harmonisation du discours, de communication politique et publique au niveau du porteur. Et chaque association est responsable des communications et de la réalisation des actions, de ces actions, puisque la majorité des actions sont portées par un ou une partenaire. Sauf la question de l'autopartage qui est coportée par deux structures. Mais pareil, les missions au sein de cette action sont quand même bien réparties depuis le début. Donc, il y a vraiment, à la fois, chacun est responsable de ce pourquoi il ou elle a signé, finalement, et une harmonisation du discours, une harmonisation des bilans d'activité, des événements auprès des partenaires extérieurs, des événements donc, de lancement, de bilan annuel, des choses comme ça, là, qui sont vraiment à responsabilité du porteur, et avec la création d'un poste quand même qui permet aussi ça, hein, de cette charge-là d'harmonisation, de coordination et de gestion financière, puisqu'il y a eu la création du poste de coordinateur de projet. Voilà. Et si on réfléchit à la suite, on y réfléchit hein, bien sûr beaucoup, puisque nous sommes déjà un peu plus de la moitié du programme. Donc, dans tout juste un an, il faudra financer autrement. Donc, c'est une grande question. Le programme Teams, c'est un programme qui est dégressif en matière de financement. Donc, on a eu des financements à 100% en 2024, 90% cette année et 80% l'année prochaine. Donc, déjà, on a commencé à réfléchir à des cofinancements. Donc, ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'il y a à la fois une responsabilité donc, de chaque structure de tenter de financer quand même ces actions. Il y a aussi une responsabilité du porteur de réfléchir à un financement plus global. Donc, on commence à réfléchir par action sur ce qui est possible, donc avec d'autres appels à projets notamment, hein, qui pourraient continuer à financer certaines actions, des subventions plus longue durée. Et il y a au niveau du programme national une réflexion sur la pérennisation, puisque on est quand même sur des très gros montants et que débloquer d'aussi gros fonds, alors action par action, ça reste des petits montants faciles à débloquer, mais on parle au niveau national quand même de 72 projets soutenus à hauteur de 400 000 € chacun, et de régions qui sont soutenues, et d'innovation et de territoire. Voilà. Donc on est sur un budget bien plus large, et donc il y a aussi la réflexion au niveau national de continuer, parce que ce financement auprès d'un certificat d'économie d'énergie ou d'un autre dispositif après 2026. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose... Effectivement. Je vous propose qu'on passe à la suite, donc sur notre deuxième focus, donc sur les systèmes orientés vers l'insertion et la solidarité en mobilité. Donc, on reste dans le pays de Brest, effectivement, avec un zoom sur le dispositif de covoiturage. On va commencer, si c'est possible, par Ophélie, pour une question de logique. On vous dit à tout de suite, Axel. Merci. Oui, on s'est dit que ça avait plus de sens de continuer à descendre
dans les solutions de manière encore plus précise, avec un zoom sur EOP Solidaire notamment, donc qui est intégré dans le programme Teams qu'on vous présentait juste avant. Donc une solution qui est intégrée dans le bouquet de solutions de mobilité du pays de Brest, et donc avec Ophélie Bigot, qui va nous parler de covoiturage solidaire, mais aussi d'animation et de mobilisation des employeurs. Bonjour à tous, merci. On va pouvoir, mettre le diapo. Alors j'ai plusieurs slides à passer parce que j'ai mis des titres. On peut avancer un petit peu, donc je vous parlais de covoiturage. Effectivement, je vais vous présenter rapidement, qui nous sommes. Vous pouvez passer, voilà. Donc EOP, c'est une association qui agit en Bretagne, pour faire du covoiturage une évidence, sur tous nos trajets, automobiles. On cherche à travailler le covoiturage pour, vraiment en faire un mode de déplacement, réflexe, vraiment quelque chose qui devient une réelle habitude, pour les Bretons et quels que soient les trajets, pas que pour le domicile-travail. Vous pouvez avancer. Nous ne sommes pas des opérateurs de covoiturage, c'est-à-dire qu'on ne vient pas, proposer uniquement une solution, mais on se définit comme étant un opérateur du changement. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en place des méthodes, des actions pour accompagner les changements de comportement et proposer vraiment du covoiturage, sur, tous les types de contextes, que ce soit, en milieu urbain ou plus rural, que ce soit pour aller au travail ou pour, d'autres types de trajets du quotidien et pour, tous les types de publics, des plus jeunes aux plus âgés. J'ai dit qu'on n'était pas opérateur de covoiturage, mais comme, le disait, Eddy tout à l'heure, on vient pas faire concurrence à ce qui existe, mais on vient toujours réfléchir aux trous qui existent, sur les services qui sont disponibles et on vient proposer quand même des solutions qu'on expérimente pour combler ce qui va manquer sur le territoire et puis ensuite, passer la main s'il faut. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a pu, expérimenter du covoiturage pour aller au travail ou du covoiturage pour aller, chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'on s'est toujours positionné sur soit des publics qui n'étaient pas, la cible des opérateurs, principaux présents sur le territoire, soit, parce qu'on vient apporter, quelque chose de différent, dans l'offre de service qui existe. Donc par exemple, aujourd'hui, nous, on va principalement s'intéresser aux personnes qui vont être en fracture numérique et donc on va pas travailler sur, des applis, mais on va regarder ce qui est possible de proposer, heu, sans appli et donc là, en l'occurrence avec, des plateformes de téléphone. Vous pouvez, avancer. On ne travaille pas seul, EOP, c'est une association qui, travaille avec les collectivités bretonnes. Une vingtaine de ces collectivités sont adhérentes, à notre association et on développe avec elles des actions pour que leur territoire se saisisse, de l'objet covoiturage dans leur politique de mobilité. Parmi ces collectivités, on va trouver la région, mais également les métropoles et des communes beaucoup plus, petites. On travaille des communautés de communes, on ne travaille pas directement avec les communes. Donc on travaille vraiment à plusieurs échelons en fait, de la Bretagne. Avec ces collectivités, on va notamment travailler le tissu économique. Donc on va avoir, des actions qui vont être relayées vers plus de 300 employeurs bretons et parmi ces employeurs, on va travailler plus spécifiquement avec des employeurs qui vont adhérer à la structure et donc pour lesquels on va déployer des actions d'accompagnement au changement qui vont être des actions plutôt en lien avec la RSE ou plus en lien avec, la proposition de solutions concrètes comme celle que je vais vous présenter ensuite. On travaille avec les acteurs qui sont présents sur le territoire, dont, le réseau Westego, la plateforme Westego qui est une plateforme de covoiturage public, qui n'est pas qu'une plateforme, hein, puisqu'il y a aussi tout un dispositif d'animation des collectivités, associées à cette plateforme. Et puis comme, le disait Eddy, on est financé aussi par, des projets, complémentaires comme, le projet Teams, mais on est également soutenu, par exemple par l'ADEME. Quand on travaille les changements de comportement, je reste pas longtemps là-dessus parce que maintenant on commence à connaître, mais on a des actions qui sont, sur ces 3 grandes étapes. On va à la fois avoir des actions pour, susciter la curiosité, préparer le changement,
On se rend compte encore aujourd'hui que le covoiturage, c'est quelque chose qui n'est pas connu et c'est d'autant plus vrai sur des actions de covoiturage solidaire pour l'emploi ou pour les trajets, par exemple, pour aller chez le médecin. Les gens vont avoir tendance à penser covoiturage sur le longue distance, voire covoiturage parce que je vais au bureau, tous les jours. Mais du covoiturage pour, des publics spécifiques comme, les entreprises agroalimentaires ou pour les seniors qui ont besoin d'aller vers les services, la santé, les loisirs, c'est quelque chose auquel on ne pense pas encore. On va, avoir des actions plutôt pour, se mettre en route, en fait, vers le covoiturage, à tester le covoiturage. Donc, par exemple, des actions de défi ou des actions qui vont être plus ponctuelles dans le temps et puis des actions pour, pérenniser, valoriser, le covoiturage afin de le maintenir la pratique dans le temps. Ces actions, on va les mener sur plusieurs cibles. C'est des actions qu'on va décliner à la fois, sur les territoires auprès des élus, par exemple, ou des techniciens, et puis également auprès des employeurs et auprès des grands publics. Hop, si je passe maintenant plus spécifiquement sur le sujet qui nous intéresse, c'est Hop Solidaire. Et Hop Solidaire, c'est, comme je le disais, un service qu'on a expérimenté pour, tester des choses qui n'étaient pas, présentes dans les outils qui existaient déjà sur le territoire. On a accès aux plateformes opérateurs privés, qui sont connus. On a accès aux opérateurs publics comme Westgo. Malgré tout, ces différents dispositifs, ils permettaient pas d'avoir une solution, un service qui venait proposer aux personnes en panne de mobilité quelque chose qui leur permettait d'aller, au travail ou vers, des entretiens d'embauche, de stage et cetera, lorsqu'ils étaient sur des horaires spécifiques, notamment tout ce qui va être horaires, variables, de nuit, horaires qui tournent et en Bretagne, on a des entreprises avec lesquelles on travaille qui ont des horaires qui tournent, par exemple, sur 10 jours. Donc il y a pas seulement du 2-8, du 3-8, on a parfois vraiment des horaires qui ont des très, très grandes rotations et donc c'était un service qui n'était pas couvert. Donc en 2017, on a commencé à mettre en place ce service EOP Solidaire pour répondre à un besoin qui n'était pas couvert. Ce service, il fonctionne, on peut passer à la slide suivante. Juste, une slide avant où j'ai loupé une slide, mais je vais vous présenter rapidement comment il fonctionne. On fait appel à des salariés qui sont, au sein d'une entreprise, adhérente. Ces salariés vont venir se déclarer volontaires pour covoiturer sur leur trajet domicile-travail. Ensuite, on va aller mobiliser des, personnes qui ont besoin d'accéder à l'emploi dans cette même entreprise et on va les mettre en relation avec les personnes qui ont le véhicule. Donc on a des actions de sensibilisation auprès des personnes qui sont déjà en poste pour qu'elles acceptent de covoiturer et ensuite des actions de sensibilisation pour, amener les gens à nous appeler et à utiliser le service, de covoiturage qu'on leur propose. Plus spécifiquement, donc ce service, il est basé sur tout un écosystème, on ne travaille pas seul et Hop Solidaire, il est en lien avec les entreprises qui sont partenaires du service, qui sont adhérentes à l'association. On va leur proposer un service de covoiturage parce qu'elles ont besoin de faciliter les recrutements vers leur entreprise. C'est, l'objectif principal aujourd'hui de ce service. C'est vraiment les tensions de recrutement et le fait qu'elles ont épuisé un peu leur bassin d'emploi et qu'elles ont besoin de solutions pour, amener de nouvelles personnes à venir travailler chez elles. Ça ne passe pas sans les sensibiliser au covoiturage et on va sensibiliser les différents niveaux, en fait, de l'entreprise. On va, sensibiliser les RH, on peut faire des interventions en CSE, on va sensibiliser également la direction. Hop, je peux passer à la diapo suivante. On travaille également du coup avec leurs partenaires, leurs prescripteurs, les agences de travail temporaire et les plateformes de mobilité notamment, avec lesquelles on va créer un lien de confiance et on va aussi les sensibiliser parce que les agences de travail temporaire, elles peuvent aussi avoir des freins au fait de mettre en place du covoiturage pour leurs intérimaires et on va les outiller. C'est-à-dire qu'on va venir à leur apporter à la fois des outils, internes pour avoir les informations sur, comment fonctionne le service, mais aussi des outils de communication externe à diffuser auprès de leurs, intérimaires qu'elles doivent mettre en poste
au sein des entreprises partenaires. On peut passer à la suivante. Et donc, on va également travailler avec les personnes non véhiculées et véhiculées. On va recruter nos fameux covoitureurs et les mettre en relation avec les personnes non véhiculées. Et à chaque fois, il y a une phase de sensibilisation, d'apprentissage de qu'est-ce qu'est le covoiturage, parce qu'on a par exemple des personnes non véhiculées à qui on doit rappeler aussi comment fonctionne le covoiturage, donc le fait d'être ponctuel, le fait de convenir d'un lieu de rendez-vous, etc., etc. Et donc, grâce à l'ensemble de ce réseau, on arrive à faire fonctionner notre service de covoiturage solidaire. Et pour terminer, j'ai quelques chiffres à vous présenter. Ce service, il a mis du temps à se mettre en place. On a commencé en 2015-2017 à vraiment mettre en œuvre le service. Et comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui a mis du temps à évoluer. Aujourd'hui, on a un bon taux de demande et un bon taux de réussite. L'année dernière, on était à plus de 1181 demandes sur la région Bretagne et on avait un taux de réussite de 32%. En 2025, suite à la fin de certains financements, on a choisi de se recentrer autrement, c'est-à-dire qu'on n'offre plus le service sur toute la Bretagne, mais on offre le service que sur les entreprises qui sont partenaires. Et un mal pour un bien, ça nous a permis d'augmenter notre taux de réussite. Aujourd'hui, on arrive à satisfaire une demande sur 2 que l'on reçoit au téléphone et on s'aperçoit qu'on a quasiment autant de demandes qu'auparavant. Donc 2025 va être une très bonne année en termes de chiffres, puisqu'on va être sur quasi autant de demandes, mais avec un meilleur taux de réussite. Et enfin, sur le profil des demandeurs, pour terminer, on est sur des demandeurs qui sont quasiment équivalents hommes-femmes. On a une bonne répartition et on est sur un public plutôt jeune, avec quasi 40% de notre public qui a moins de 25 ans. Merci beaucoup, Ophélie. On prendra les questions après l'intervention suivante. Je vous propose du coup qu'on redescende vers le sud, à Marseille, avec donc l'intervention d'Axel Schonens de la recyclerie sportive. C'est un projet qui mêle à la fois chantier d'insertion et mise à disposition de solutions de mobilité sur un territoire où, vous le verrez, la pratique du vélo doit encore convaincre et faire ses preuves, y compris au niveau des décideurs. Et c'est un projet, je crois, qui est mené également dans le cadre du programme Teams, Axel. Tout à fait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, super. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là sur un webinaire du LMI qu'on regardait avec attention il y a déjà quelques temps avant de monter ce projet. Donc moi, je suis Axel Schonens de la recyclerie sportive à Marseille. Je suis responsable de site de l'antenne de Marseille. On peut passer la slide. J'aimerais commencer par vous me présenter un tout petit peu ce que c'est la recyclerie sportive, parce qu'à la base, on n'est pas vraiment un opérateur de mobilité classique. On est une association nationale qui agit dans le domaine du réemploi solidaire de matériel de sport, donc comme une ressourcerie, un Emmaüs, avec un objectif de solidarité et d'environnement, évidemment, et d'accès au sport. Donc à la base, on est vraiment axé sur des actions de sensibilisation, de collecte de matériel, de vente, et en travaillant sur l'objet du sportif, on va dire, on s'est retrouvé à collecter un certain nombre de vélos, et donc ça nous a amené à être un acteur de la réparation du vélo et dans nos actions de sensibilisation, à faire des actions notamment de co-réparation autour du vélo, et de fil en aiguille, en fait, à continuer nos actions sur le vélo, parce qu'on répare des vélos, par exemple, dans des quartiers prioritaires avec des enfants. On se rend compte qu'il y en a qui ne savent pas faire de vélo ou des mamans qui ne savent pas faire de vélo. Donc, on se retrouve à faire de l'apprentissage du vélo et un peu de fil en aiguille, sans forcément le vouloir, entre guillemets. Je rigole un petit peu en disant ça, mais on devient, sans même s'en rendre compte, un opérateur de mobilité inclusive. On peut passer. Notre côté inclusif, il a été encore plus renforcé par le fait qu'on soit devenu un chantier d'insertion. Donc le premier chantier d'insertion à Marseille autour des activités de réparation de vélos et aussi de sensibilisation et autres en général. Et donc on s'est retrouvé à accompagner aujourd'hui une douzaine de salariés qui sont toujours en file active, formés au métier du vélo
Et globalement, ils réparent des vélos pour après faire d'autres projets de mobilité inclusive, mobilité solidaire autour du vélo. Et donc, à partir de là où on avait cette historique un peu de faire des animations de sensibilisation autour de la réparation de vélo, de l'apprentissage du vélo, et qu'en plus on avait un chantier d'insertion sur les métiers de la mécanique vélo, on s'est rendu compte que de toute évidence, on était véritablement un acteur, un opérateur de mobilité inclusive, et que ça serait intéressant de réfléchir à un projet qui puisse nous permettre de mettre à profit toutes les compétences qu'on a, toutes les forces qu'on a, tout le temps de travail disponible qu'on a sur ces thématiques. Et c'est ce qui nous a amené à candidater au programme Teams. On va pouvoir passer la slide. Où on a répondu au projet, on a proposé le projet Ancel Marseille. C'est un projet qu'on a porté, nous, Recyclerie Sportive Marseille, sans être un véritable acteur, on va dire, de la mobilité identifié à la base, où on est allé chercher la Maison de l'Emploi de Marseille et WeMove, qui sont les acteurs clés de l'accompagnement mobilité, du diagnostic mobilité, comme on peut l'avoir, comme on peut le connaître auprès des demandeurs d'emploi ou autres. On est également allé chercher la métropole Aix-Marseille-Provence pour qu'ils puissent nous soutenir sur ce projet. Parce que, voilà, on est sur un territoire, Marseille est réputée pour être la ville la moins cyclable de France. C'est pas que la faute des institutions, mais elles ne sont pas forcément en avance sur ces sujets. Et donc voilà, on a dû en fait monter ce projet un peu nous à bout de bras sur un territoire qui n'était pas forcément prêt pour ça, mais nous, association vélo, en gros, on a réussi à monter un gros projet et en fait à faire travailler ensemble les opérateurs déjà existants et les institutions sur cette thématique de vélo et inclusion qui jusque-là n'était pas vraiment très structurée sur le territoire. Donc c'est un projet relativement simple, hein. On n'a pas réinventé l'eau chaude. Globalement, on répare des vélos avec nos salariés en insertion et on forme d'autres personnes qui sont dans des parcours d'insertion professionnelle. Et au bout de la formation, ils repartent avec un vélo, un antivol, un casque, le vélo qu'on aura réparé nous-mêmes en insertion pour lever les freins d'accès à l'emploi ou à l'insertion, à la mobilité. Le tout, évidemment, dans un accompagnement plus global, mobilité, qui est opéré par WeMove et la Maison de l'Emploi. On va pouvoir passer la slide. Donc voilà, on travaille avec les publics classiques hein, que vous pouvez imaginer, que généralement on retrouve sur ces projets de mobilité inclusive, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi, parfois de longue durée, des personnes qui sont en parcours de formation, des jeunes, des mineurs non accompagnés, des réfugiés, des personnes sans domicile. Bref, des profils qui sont assez variables. On travaille uniquement avec des personnes qui sont prescrites, qui sont orientées par des prescripteurs du service public de l'insertion et de l'emploi ou voilà, des CHRS, France Travail, des missions locales, d'autres chantiers d'insertion ou autres. Et un projet qui a démarré opérationnellement plus de 200 personnes, donc sur un accompagnement mobilité et de la formation, puis l'accès à un vélo, un casque à l'antivol, des lumières pour quelques dizaines d'euros. Donc c'est un projet qui a mis quand même un peu de temps à se monter parce que pour nous c'était nouveau sur un territoire où c'est pas facile et où en fait on est un peu les premiers à aller voir des conseillers France Travail et à leur dire que en fait le vélo c'est une solution alors que globalement à Marseille la majorité des gens pensent que le vélo c'est pas possible parce que parfois il fait trop chaud ou parfois il y a trop de vent. Donc voilà, il y a des freins certes pour le développement d'usage du vélo, mais on a dû aussi nous aller essayer de les lever dans un premier temps auprès des prescripteurs des institutions avant même de parler de lever les freins liés aux représentations chez les bénéficiaires potentiels. On va pouvoir passer de slide. Voilà, on a pu voir, on peut voir que c'est un projet quand même qui mêle plusieurs partenaires et ça vraiment, faut le dire, c'est grâce à Teams et au financement qui ont été permis pour avoir des postes en coordination, chef de projet, pour pouvoir réaliser ce travail. Ou sur ce projet qui est quand même résolument innovant, même à l'échelle de la région sud, hein, qui est quand même en retard sur l'utilisation du vélo, à part
une ou deux villes. On a pu réunir des partenaires classiques du conseil en mobilité qui n'étaient pas forcément orientés vélo ou qui n'avaient pas les outils pour accompagner vers le vélo. Tout un écosystème de prescripteurs qu'on connaît bien parce qu'on est nous-mêmes chantier d'insertion, donc on connaît les acteurs de l'insertion, et surtout les institutionnels qu'on est allé chercher, nous, parce qu'on est sur un territoire où il n'y a pas encore de plan d'action de mobilité solidaire, une métropole qui réfléchit à son cadre d'intervention sur ces thématiques. Bref, tout est encore en construction et très naissant, mais voilà, on a pu réussir à monter un projet qui, avec la métropole, avec l'ADEME, avec aujourd'hui sur des pistes de pas de pérennisation au même niveau, mais voilà, d'obtenir des fonds pour pouvoir continuer l'activité après Teams. On a pu mobiliser des fonds européens, des fonds en lien avec l'Agence nationale du sport. Aussi, pour l'année prochaine, on va émarger sur des dispositifs de politique de la ville, de cité éducative. Bref, on arrive à rattacher ce projet à plusieurs guichets, donc on arrivera à le pérenniser. Voilà, moi, le sens un peu de mon intervention, qui je pense peut détonner un petit peu, c'est que moi, je vous invite à... Enfin, comment dire, sur les territoires, on a souvent quand même des associations vélo et des chantiers d'insertion vélo qui ne sont pas forcément aujourd'hui en capacité de monter des projets comme ceci, ou qui même ne se considèrent pas forcément comme des opérateurs de mobilité inclusive. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à ce que les ateliers vélo qui font de la vélo-école, qui vendent des vélos pas chers, qui font de la co-réparation, puissent s'identifier comme des acteurs, comme des opérateurs de mobilité inclusive. Et je pense qu'en tant que collectivité, il faut réussir à s'appuyer sur eux pour les faire monter en compétences, parce que voilà, à travers toute la France, on a pas mal d'ateliers vélo qui pourraient éventuellement monter des projets comme ça si ils étaient amenés à se professionnaliser. Merci. Merci beaucoup, Ulysse. Alors, je crois qu'on a pas mal de questions pour les deux interventions, Pierre. Oui. Questions assez précises. Oui. Alors, des questions d'abord au Philippe Bigot. D'abord, un commentaire qui disait: vous travaillez beaucoup sur le changement de comportement, notamment sur la nécessité d'accompagner sur la durée. Pouvez-vous donner un exemple? Alors déjà, c'est effectivement nécessaire d'accompagner les changements de comportement parce que c'est nécessaire de casser les a priori, que les personnes peuvent avoir sur, la pratique du covoiturage. Avec une de nos entreprises historiques, par exemple, il a fallu, travailler avec elle sur la manière dont elle concevait, les plannings, en fait, de ses salariés, sachant que ces salariés intérimaires pouvaient, changer d'horaire et de site, du jour au lendemain, ce qui empêchait, une pratique pérenne, du covoiturage. Donc, une fois qu'elle a eu compris, en fait, l'intérêt, du covoiturage et qu'on lui a expliqué et les choses qui ne permettaient pas de faire fonctionner le service, elle a pu, adapter, ses pratiques. Aujourd'hui, elle, change plus les horaires, comme ça du jour au lendemain de ses salariés intérimaires. C'est toujours nécessaire de venir, former des personnes en interne pour qu'elles aient le discours, qu'elles parlent covoiturage. Donc on le fait sous la forme d'ateliers ou d'interventions, plus descendantes selon le temps que l'on nous accorde. Est-ce que j'aurais un exemple? Les exemples longs, c'est de montrer, ben, voilà, le graphique qu'on a, nous, sur le nombre, de demandes, en fait, qui augmente d'année en année, c'est bien, il y a un contexte, hein, mais c'est aussi parce que, nos partenaires, nos prescripteurs, se saisissent au fur et à mesure de ce sujet et le communiquent davantage auprès, de leurs bénéficiaires et auprès, de leurs salariés pour qu'ils deviennent covoitureurs. D'accord, merci. Une question ensuite sur le partage des frais entre les covoitureurs. Est-ce que le partage est lui-même solidaire, c'est-à-dire est-ce qu'il se fait en faveur des personnes qui sont plutôt en panne de mobilité, de solutions de Oui. mobilité? Il y a aucune commission qui est prise, par notre service et le partage de frais se fait uniquement de la main à la main. Et nous, on intervient comme médiateur, en fait. On conseille le tarif, de partage des frais kilométriques et on le conseille à hauteur de 10 centimes par kilomètre. Donc un tarif qui est, inférieur, au barème qu'on peut voir,
soit sur les barèmes URSSAF kilométriques, soit sur des barèmes qui peuvent être conseillés sur d'autres plateformes. Et enfin, une question sur l'adhésion des entreprises. Est-ce qu'elles peuvent adhérer comme elles le veulent en n'importe quel moment? Et comment se passe concrètement leur adhésion? Alors, les entreprises, elles adhèrent quand elles veulent. Après, il y a l'adhésion et la mise en place d'une convention où on va venir déployer nos actions au sein de l'entreprise. Donc, ces actions, elles vont être à la hauteur de l'investissement souhaité par l'entreprise. Donc, on va avoir des actions qui sont des actions d'information sensibilisation en interne, des actions de recrutement sur le terrain, de conducteurs covoitureurs parmi les salariés, et les actions ensuite de notoriété du service auprès des prescripteurs pour avoir des demandes pour le covoiturage solidaire. C'est nos principaux axes de travail. Et en fonction de la taille de l'entreprise, de ses ressources, de ce qu'elle peut aussi faire avec nous, parce que parfois on doit déployer nous plus de ressources et parfois l'entreprise peut prendre en charge une partie de ses actions. On va construire ensemble la convention qui va nous lier. D'accord. Merci. Des questions peut-être pour Alexis sur Axel. Axel, pardon. Axel Chevens, pardon. Sur votre projet. Alors, il y avait une première question qui est devenue l'idée de la recyclerie sportive. Et finalement, je comprends comment s'articule la recyclerie ou votre activité de départ avec le projet Teams en tant que tel. Je ne sais pas si vous avez des éléments sur ce point. Tout à fait. C'est vrai que les deux activités cohabitent et s'enrichissent. La mobilité inclusive aujourd'hui, nous, c'est et encore, il faudrait définir parce qu'on a un peu plein d'actions qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais c'est une grosse partie de nos activités, mais on en a d'autres qui sont axées sur le réemploi pur. Globalement, ce qui fait le lien un peu entre tout, c'est le vélo, parce que c'est en même temps un déchet sportif, en même temps un objet de déplacement, en même temps un objet pour nous permettre de créer du lien social, par exemple dans les quartiers en faisant des animations. Mais voilà, on reste avant tout un acteur du déchet et du réemploi, mais il s'avère qu'en travaillant sur le vélo, on est un peu de fait, en plus dans les quartiers prioritaires, avec des politiques de prix solidaires, on arrive facilement à devenir un opérateur de mobilité inclusive. D'accord. Et une question une personne qui s'interrogeait sur le nombre de personnes qui étaient accompagnées par WeMove dans le cadre de votre projet. Aujourd'hui, c'est à peu près 2/3 de nos bénéficiaires qui sont accompagnés par WeMove, avec des bénéficiaires qui sont même identifiés par WeMove dans le cadre de du marché qu'ils ont avec France Travail ou d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui rencontrent un frein mobilité. Le fait de travailler avec WeMove, ça nous a permis de rentrer rapidement, on va dire, dans le monde de l'accompagnement mobilité, en se disant que nous, on n'avait pas vocation à faire du diagnostic et du diagnostic mobilité, même si on pourrait le faire. On a des accompagnateurs socioprofessionnels, alors on pourrait le faire, mais donc voilà, c'est quand même une grosse majorité. Nous, ça nous permet de recruter des bénéficiaires qui ont été qualifiés par un prescripteur qui n'est pas nous et qui a pu identifier que le vélo, c'était vraiment un outil dans le projet mobilité de la personne. Et donc, on est assez content de ce partenariat. D'accord. Et moi, j'avais une dernière question, puisque vous avez mentionné des fonds de l'Agence nationale du sport sur votre slide. Alors, j'ai compris que c'était pour pérenniser le projet, c'est des actions que vous préparez. Enfin, c'est des financeurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'identifier ou de parler dans le cadre de nos thématiques de mobilité inclusive. Si vous pouvez nous donner quelques éléments pour nous éclairer, peut-être. Tout à fait. Alors, ça reste un financement assez marginal. Enfin, pour tout vous dire, c'est de 10 000 € à peu près par an, mais qui nous a permis du coup de travailler avec des publics, avec des jeunes mineurs non accompagnés, en tournant un peu le projet plutôt sur l'activité sportive autour du vélo, découverte du territoire, socio-sport, mais en venant greffer le programme de formation et d'accompagnement en vélo, mais voilà, avec un volet un petit peu plus sport et découverte de la ville. On va dire. Donc voilà, en tout cas avec le vélo comme outil de mobilité, on arrive quand même à se raccrocher à plusieurs autres thématiques. Et si on arrive à avoir les œillères assez larges,
on peut se raccrocher à des enjeux de sport, de cohésion, d'inclusion pour les femmes, enfin, voilà, tout un tas de thématiques. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est le message qu'on pourra retenir en tout cas de votre projet qui est vraiment intéressant. En tout cas, ce montage-là est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose sans attendre qu'on passe au 3e focus pour qu'on arrive à tenir notre horaire, ou en tout cas à peu près. Donc, un 3e et dernier focus sur des systèmes orientés vers des bénéficiaires, alors un petit peu plus spécifique, en tout cas pour la dernière intervention sur le Grand Poitiers, et avec une logique aussi de mobilité inversée portée par l'AFEJ. Donc, la première intervention qui propose entre autres plusieurs solutions, garage solidaire, mais aussi garage mobile, qui va à la rencontre des habitants pour limiter la mécanique de rue et aussi proposer des actions d'animation et de sensibilisation des publics. Je laisse la parole à Fabrice Taupin. Fabrice, vous nous entendez? Ah. On a un petit souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça y est. on vous entend. Pardon, Super. j'étais figé, j'ai un problème de connexion, désolé. Pas de souci. Allez-y, on vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, désolé pour le petit problème technique. Désolé pour Alexis parce que j'ai beaucoup de slides et c'est ma première en webinaire. Donc, voilà. Donc Fabrice Taupin, je suis directeur emploi adapté pour la FEJ Hauts-de-France, donc qui se situe dans le Nord. Donc, j'ai à ma charge une entreprise adaptée, un établissement service d'accompagnement par le travail et un atelier chantier d'insertion qui se trouve être le garage solidaire de Courrières qui se trouve, lui, dans le Pas-de-Calais. Donc, la FEJ, une association laïque et militante, slide suivante, s'il vous plaît, qui se positionne contre toute forme d'exclusion. Quelques chiffres, slide numéro 3. Avec la population accompagnée sur l'année 2024, donc presque 25 000 personnes accompagnées, 3 000 salariés, 114 établissements et services et principaux financements par l'État, le Conseil départemental du Nord et également via des fonds européens. Donc vous voyez, donc on a vu l'Ouest, on a vu le Sud, maintenant vous voyez le Nord. Donc voilà un peu le terrain d'action de l'association qui se divise en 6 filières. Slide suivante. Donc filière enfance, protection de l'enfance, enfance thérapeutique, tout ce qui va toucher au handicap au niveau enfance, l'insertion sociale, avec aussi les services de maraude, notamment sur le littoral et la métropole lilloise. Ensuite, nous avons la filière emploi adapté, dont je fais partie, la filière adulte en situation de handicap, avec des foyers de vie, avec des femmes, des masses, et également l'accompagnement de personnes âgées en EHPAD. On a des résidences-services, on a également des SIADA. Voilà un petit peu. Donc, le cœur du sujet, c'est le garage solidaire. Donc, un garage solidaire qui est né d'une volonté de l'agglo d'Hénin-Carvin de faire la chasse aux réparations sauvages qui existent sur les trottoirs et dans certaines cités, et aussi permettre aux personnes en difficulté de retrouver une mobilité qu'ils ont perdue suite à des situations personnelles compliquées. Donc la double vocation du garage, c'est d'accompagner les personnes vers un retour à la mobilité, par l'entretien, la réparation et aussi la location de véhicules et de scooters qu'on a également. Et l'autre vocation, c'est l'insertion sociale et professionnelle, étant donné que nous sommes un atelier chantier d'insertion. Donc, insertion sociale et professionnelle donc sur 2 métiers, aide mécanicien et un secrétariat administratif et commercial. Donc, c'est la suivante, les activités du garage, donc tout ce qui est réparation, entretien mécanique,
On ne fait pas de carrosserie, nettoyage de véhicules, location de véhicules. Et également, nous avons été labellisés récemment par donnezvotrevoiture.org, ce qui nous permet de bénéficier des dons des particuliers pour augmenter notre nombre de véhicules disponibles à la location. Donc les services prestations, on l'a déjà dit. Donc les services qui sont ouverts aux personnes qui peuvent bénéficier de nos services via une prescription, et aussi on réalise des prestations ouvertes à tous pour à un moment donné étendre notre panel de services. Et en matière de location, donc on permet aux personnes qui ont le permis ou pas via les scooters, dans le cadre d'une mission courte durée ou d'une mission de formation, de bénéficier d'une location à tarif solidaire. Et également, nous avons des collectivités, associations qui nous louent des véhicules 9 places. Donc, les critères d'éligibilité pour bénéficier du service du garage, donc vous les avez, demeure d'emploi de moins de 26 ans, les personnes avec un revenu inférieur au SMIC, les minima sociaux, les salariés des structures d'insertion par activité économique, les personnes ayant un quotient CAF inférieur ou égal à 800, et les salariés ou bénéficiaires d'associations entreprises avec lesquelles nous avons une convention. C'est pareil, les salariés de l'association peuvent bénéficier aussi du service du garage solidaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, recrutement sur 2 types de postes, aide mécanicien, agent d'accueil commercial, donc sous format de contrat à durée déterminée d'insertion qui ont une durée de 4 mois, avec à chaque fois une période de mise en situation professionnelle à l'extérieur. On a une attention particulière sur ce sujet, et aussi on a un conventionnement avec le département du Pas-de-Calais pour favoriser l'accueil de personnes de moins de 26 ans et bénéficiaires du RSA. Ensuite, donc comme je disais, période de mise en situation professionnelle. L'objectif, c'est vraiment de sortir les personnes vers l'emploi et les mettre en condition d'emploi au milieu ordinaire. Nos partenaires, donc un gros réseau de partenaires, donc, qui sont nos prescripteurs et orienteurs, France Travail, Maison départementale des solidarités, CCS, PI, Mission locale, etc. Tous les organismes qui peuvent nous orienter des publics en fonction de leur situation. Et également, nous avons l'État, la DETS, la DRETS, l'AGLO, les collectivités locales, tout un réseau qui gravite autour des solutions mobilité solidaire. Je ne vous fais pas la liste. Donc, on en vient sur le garage mobile. Dès le départ du projet, on avait la volonté de développer le aller vers, c'est-à-dire permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer directement sur le garage solidaire, qui se trouvent dans une zone d'activité qui n'est pas forcément accessible. L'objectif était de pouvoir proposer nos services, mais via un utilitaire aménagé. C'est ce qui a été rendu possible en 2023. On a la DRETS qui a favoriser des projets en lien avec ce développement du aller vers, et qui a choisi notre projet de garage mobile, ce qui nous a permis d'acquérir un véhicule et de l'aménager. Donc, nous avons bénéficié d'une enveloppe de la DRETS à hauteur de 50 000 euros, de la région Hauts-de-France à hauteur de 8 000 euros pour réaliser tous les investissements et l'aménagement du véhicule. Également, il y a l'État qui nous a financé à hauteur de 5 000 euros, et nous avons développé des actions dans les 12 QPV qui font partie de l'agglo des Nains-Carvin. Et également, nous avons pu, grâce à ce financement, se doter d'une dépanneuse. Donc, je laisse le soin à Alexis de montrer un peu les photos. On a aussi un partenariat avec Espace Mobilité de l'Artois, donc qui est sur le territoire d'Artois Mobilité, qui regroupe 3 agglos, et donc qui nous sollicite aussi également pour réaliser des ateliers pédagogiques
auprès des personnes, notamment la prochaine action, ça sera auprès des salariés des SAD, des services d'aide à domicile, pour leur expliquer les choses à faire, les choses à regarder pour bien entretenir son véhicule. Voilà. Donc, vous voyez sur la photo aussi la belle dépanneuse. Donc, on a, grâce à ce garage mobile aussi, on a pu étendre notre zone d'intervention sur la communauté urbaine d'Arras et la communauté de communes de Vartis-Martin. Ce qui nous permet non seulement d'aller dans ces agglos voisines, mais aussi de pouvoir accueillir des personnes qui sont en situation de fragilité et leur permettre de bénéficier de nos services là où il n'en existe pas. Voilà un petit peu. J'ai 21 slides. J'ai essayé de faire le plus rapide possible. Je suis désolé. Les personnes qui regarderont le replay pourront récupérer aussi le document pour plus de détails. Je pense qu'il y aura quelques questions sur le nombre de personnes que vous accompagnez, mais on y reviendra peut-être après. On va, pour terminer du coup ce focus, passer la parole à Cathy Paris sur un public, je le disais en introduction, qu'on aborde assez peu, voire pas du tout en fait, dans les interventions qu'on a dans le cadre de nos webinaires. Donc les personnes en situation de handicap, avec le Grand Poitiers qui a revu ses services spécifiques de transport de personnes à mobilité réduite pour proposer des solutions plus adaptées et aussi mettre en place une plateforme de mobilité dédiée aux personnes en situation de handicap pour favoriser l'autonomie et l'inclusion. Je vous laisse la parole. Alors, moi, j'entends un bruit, mais je ne sais pas si c'est que moi ou... J'espère que ça ira. Je suis désolée. On va essayer, en tout cas. Un souci technique. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cathy Paris, je suis en charge des mobilités alternatives et mobilités inclusives et solidaires à la direction mobilité de Grand Poitiers. Donc, je vais vous présenter les travaux sur l'amélioration de la mobilité des personnes en situation de handicap à Grand Poitiers. Donc, on va commencer par une petite présentation du territoire. Donc, Grand Poitiers, c'est une communauté urbaine qui regroupe 40 communes et 197 000 habitants. Donc, qui présente des caractéristiques à la fois urbaines, périurbaines et rurales. On a donc 110 000 habitants sur la ville-centre et les communes en continuité urbaine. Et en même temps, on peut avoir 10 communes qui ont moins de 1000 habitants. Voilà, un territoire assez hétérogène. Donc, à l'origine du projet, Grand Poitiers a été saisi par les associations face aux difficultés de transport rencontrées sur l'agglomération. Donc, le constat de départ, c'est l'enjeu du droit à la mobilité qui a été réaffirmé par la loi d'orientation des mobilités en 2019. Également, la mobilité qui est donc un prérequis à l'insertion sociale et également à prendre en compte la notion de handicap qui regroupe une grande diversité de réalités. Donc, il y a des besoins spécifiques qui nécessitent des solutions spécifiques. La slide, merci. Donc, c'est partant de ce constat et profitant d'un appel à projet lancé par la région Nouvelle-Aquitaine, on a lancé une étude fin 2022, donc avec le bureau de recherche cité, donc une étude portant sur l'amélioration de la mobilité des personnes en situation de handicap. Donc, cette étude s'est appuyée sur 3 grands principes. Alors déjà, on s'adressait à un public élargi. Très vite, en fait, on ne s'est pas arrêté à la terminologie personnes en situation de handicap, mais on a également intégré toutes les personnes à mobilité réduite, avec des handicaps non reconnus, non visibles. Voilà, et c'est là qu'on a commencé à parler de personnes empêchées dans leur mobilité. Autre grand principe, on s'est inscrit dans une démarche collaborative, donc en mobilisant l'expérience et l'expertise des acteurs locaux de la mobilité et du handicap. Et enfin, l'idée, c'était de s'inscrire également dans une démarche d'innovation frugale, en optimisant l'existant et mutualisant les moyens qui peuvent l'être. Alors, la démarche, donc même au-delà de l'étude menée par Cité, a mobilisé de nombreux acteurs au sein de comités de pilotage et de groupes de travail thématiques. Donc, ils ont été réunis à de nombreuses reprises. Les partenaires ont toujours été nombreux et présents autour de la table. Ça nous a permis de mettre en place, d'établir un diagnostic partagé et de co-construire un plan d'action qui a par la suite été intégré au plan de mobilité de Grand Poitiers.
passer à la suivante. Donc, l'une des actions phares de ce plan d'action, c'est la plateforme mobilité inclusive. C'est vraiment apparu comme un besoin important par l'ensemble des partenaires. Ça a été mentionné dès la première réunion, ce besoin d'une plateforme mobilité inclusive. Et le dispositif d'appui à la coordination de la Vienne, donc le DAC, a été identifié comme le partenaire, un partenaire qui pourrait porter ce dispositif. Donc le DAC a participé aux différents groupes de travail et ils ont accepté donc de porter cette plateforme. Donc ils ont augmenté leurs effectifs. Ils ont un coordinateur de parcours en plus, donc on a financé pour ajouter le volet mobilité à leur mission. Et donc ils ont formé l'ensemble de leurs coordinateurs de parcours aux questions de mobilité. Donc cette plateforme a été lancée le 1er janvier 2024 avec les objectifs suivants. Donc c'est d'informer sur la diversité des solutions de mobilité, constituer un guichet unique, centraliser l'information, conseiller et accompagner de façon bienveillante, diversifier les langages pour rendre la formation accessible au plus grand nombre et assurer un rôle de coordination et d'animation territoriale. Alors, en parallèle, on a également travaillé sur l'évolution des modalités d'accès au service Handibus. Donc, le service Handibus, c'est le service de transport de personnes à mobilité réduite mis en place par Vitalis, qui est l'exploitant du réseau de transport collectif de Grand-Poitiers. Donc, jusqu'en 2024, il était accessible selon les critères suivants. Donc, il fallait être titulaire soit d'une carte mobilité inclusion invalidité ou d'une carte d'invalidité avec un taux d'invalidité supérieur à 80%, ou être âgé de 80 ans et plus et être en possession d'un certificat médical délivré par un médecin expert désigné par Vitalis, attestant d'une incapacité d'ordre médical à utiliser les transports en commun. Donc ces critères ont été jugés très restrictifs par les associations et non en adéquation avec les besoins effectifs des personnes. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça nous a amené à partir du mois d'avril 2024 à modifier ces critères d'accès en se basant désormais sur les besoins des personnes et non plus sur leur statut. Donc ces besoins sont désormais évalués par le DAC, donc par la plateforme mobilité inclusive. Et donc les personnes évaluent les besoins et orientent les demandeurs vers les solutions de mobilité les plus adaptées, si elles existent. Elles disposent d'une riche connaissance des ressources du territoire. Et les personnes peuvent être orientées vers le transport solidaire, vers le dispositif Sortir Plus. Vraiment, il y a beaucoup de solutions qui peuvent exister. Et si Handibus est identifié comme étant la solution de mobilité la plus adaptée, donc le DAC ouvre des droits d'accès aux personnes. Et une prescription est envoyée à Vitalis. Donc cette nouvelle procédure permet vraiment d'être au plus près des besoins des usagers. L'approche médico-sociale est également très appréciée par rapport à une approche très technique qu'on pouvait proposer auparavant. Les besoins des personnes sont vraiment écoutés et pris en compte dans la mesure, dans la limite des ressources disponibles sur le territoire. Et afin de compléter l'offre des solutions existantes, il y a également un nouveau service qui a été mis en place. C'est un service d'accompagnement dans les transports en commun. C'est un projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet lancé par Grand-Poitiers et qui vise à permettre aux personnes ne pouvant prendre les transports en commun seules de pouvoir le faire en étant accompagnées d'un professionnel formé. Donc le service a été lancé en décembre 2024 avec le JHP Poitou-Charentes qui porte le projet pour une expérimentation de 13 mois. Comme pour le Handibus, c'est accessible sur prescription de la plateforme mobilité inclusive. Ça facilite l'accès aux droits communs pour les personnes empêchées dans leur mobilité. C'était également une forte demande des associations. Et donc le service commence à trouver son public puisque fin août, on avait déjà réalisé 430 accompagnements pour un total de 44 personnes accompagnées. Et donc avec des retours déjà très positifs des usagers. Et donc pour conclure, donc la mise en place de ces dispositifs ne marque pas la fin des travaux, la démarche se poursuit. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an pour présenter les avancées aux différents partenaires et les groupes de travail restent actifs dans une démarche d'amélioration continue. On a encore de nouveaux projets
projets et services qui sont à l'étude. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Cathy. Et merci pour l'intervention et d'avoir respecté le timing. On va prendre quelques questions pendant les 3-4 minutes qui nous restent. Il y en a quelques-unes dans le chat. Oui, alors il n'y avait pas spécialement de questions pour Fabrice Topin, mais moi je peux en avoir quelques-unes. Moi j'aurais aimé que vous reveniez peut-être sur le réseau que vous avez décrit de partenaires, de prescripteurs. Je voulais savoir voilà, comment ce réseau, comment il est organisé, quels outils d'animation vous avez, comment il vit. Est-ce que vous appuyez sur des outils ou des temps forts particuliers? Ça, c'est une première question. Et peut-être, je crois que c'est toi qui l'évoquais, Sandrine, sur peut-être des données d'activité, peut-être de nombre de bénéficiaires, si vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces points-là. Oui, en particulier sur le garage mobile, alors qui a démarré il y a quelques mois seulement, mais... Ah, alors on ne voit plus Fabrice. Je ne sais pas si vous nous entendez. Décidément. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'ai pas de vidéo et le son. On vous entend, c'est l'essentiel. Pas de souci, on vous entend. Vous verrez pas ma tête, je suis désolé. Donc au niveau du réseau de partenaires, donc c'était un territoire assez nouveau pour nous, sachant qu'on s'est quand même appuyé sur le réseau des ateliers chantiers d'insertion du territoire qu'on a rencontrés et qui nous ont permis aussi de nous mettre en relation avec tout ce réseau de prescripteurs. On participe à des réunions de ce qu'ils appellent des comités techniques d'action vers l'emploi qui rassemblent justement tous ces partenaires, ces missions locales, CCAS, prescripteurs, France Travail, etc., mesures départementales de solidarité, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à fédérer, qu'on a réussi à rentrer dans ce réseau et de toute façon, quand on est dans la place, on a les bons interlocuteurs et puis on sait les solliciter et éventuellement proposer nos services quand on en a besoin. Voilà. Mais il y en a toujours à faire. La communication, c'est compliqué. On participe aussi à des instances, déjà présenter les projets en conseil communautaire. Mais bon, on se rend compte que les informations restent à un certain niveau, donc c'est à nous aussi d'aller chercher les bonnes interlocutrices et interlocuteurs pour être sûr que l'info arrive au bout. En matière de chiffres, on a ouvert en juin 2022. Donc entre juin 2022 et la fin d'année 2024. Donc sur l'activité, je vais parler sédentaire du garage, on a multiplié par 3 notre activité. On est passé de à peu près 130 personnes pour lesquelles on est intervenu sur leur véhicule, où on a proposé des locations pour 450 presque à fin 2024. Voilà. Donc, ce qui est le fruit de toute cette communication et de l'orientation des prescripteurs. Après, en matière de garage mobile, effectivement, ça a démarré deuxième semestre 2024. Sur nos interventions qu'on a pu faire en quartier prioritaire de la ville, on a à peu près accompagné une 40aine de personnes, voilà, sur un retour à la mobilité, à la réparation, l'entretien de leur véhicule, mais aussi la location de véhicules légers, de scooters, leur permettant de retrouver soit une activité ou d'accéder à un cursus de formation. Merci. Très bien, merci. Eh bien, peut-être une dernière question pour Cathy Paris ou un participant ou une participante se demander si vous étiez en lien avec des services du département qui organisent le transport scolaire des élèves en situation de handicap. Oui, bien sûr, c'est une des solutions qui fait partie des dispositifs que peut proposer la plateforme Mobilité Inclusive. Certaines personnes ne savent pas si elles y ont droit et donc la plateforme aide aussi à faire le lien avec le département, la MDPH, etc. pour accompagner et guider dans les démarches pour y avoir accès. Très bien. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon. Merci
les deux. Et bien, on arrive à la fin de notre webinaire. Il est 15h30. On a respecté parfaitement le timing. Merci encore à tous nos intervenants pour ces projets très riches. Et on le voit avec déjà pas mal de retours d'expérience. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir été aussi nombreux, comme à chaque fois, à nous suivre. Vous retrouverez d'ici quelques jours le replay de ce webinaire en ligne et sur le site de la démarche Tous Mobiles. N'hésitez pas à le télécharger puis à le partager autour de vous, bien évidemment. Et puis, on vous propose de nous retrouver au mois de janvier pour notre prochain webinaire, le numéro 20, qui sera consacré au sujet de la mobilité solidaire et de la santé. Merci à tous. Bonne fin de journée.